Ou rebonjour. Rebonjour. Merci d'être le premier invité politique dans cette nouvelle formule sur BX1+. Interview en deux parties en théorie. Une partie avant le journal, une partie après le journal. On est après le journal. Vous êtes donc, je rappelle quand même, ministre-président de la région bruxelloise, numéro 1 des Bruxellois. En quelque sorte, vous tenez à la fédération Wallonie-Bruxelles qu'on commémore, qu'on fête aujourd'hui ? Oui, je pense que c'est une institution évidemment qui est souvent remise en cause, en question, mais qu'il y ait un destin commun, qu'il y ait un partage de valeurs au-delà de la culture et de la langue entre Bruxelles et la Wallonie, c'est une évidence. Alors la fédération, elle gère quand même un certain nombre de politiques qui intéressent très fort les Bruxellois, on va y revenir, maintenant qu'il y a l'enseignement notamment, la culture aussi. Quand on a un trou budgétaire d'entrée de jeu, ce qu'on annonce aujourd'hui pour la fédération Wallonie-Bruxelles avec un déficit budgétaire d'au moins 600 millions pour 2019, est-ce qu'on peut tenir les promesses qu'on a couchées dans un accord de gouvernement ? Écoutez, moi je n'ai pas participé directement aux négociations qui se sont conclues par cet accord. Ouais. Mais on s'est fixé un objectif d'équilibre budgétaire à Bruxelles. On ne se le fixe pas en Fédération Wallonie-Bruxelles ? Je suis quand même attentif à ce qui se passe aux autres niveaux de pouvoir, que ce soit la Flandre ou la région wallonne. La Belgique, l'État fédéral également, je pense qu'on a fait face aujourd'hui à une vraie difficulté et qui a trait à la nécessité de pouvoir enclencher à nouveau la machine à investir. Et quand je dis investissement, c'est des investissements indispensables, pas pour le plaisir. Quand je pense à Bruxelles, c'est la mobilité, le métro, tout ça c'est des investissements indispensables. L'école, alors c'est une évidence. Culture et école, pour moi, sont quand même les valeurs de base de la démocratie. Quand vous dites la machine à investir, ça veut dire qu'on doit s'autoriser des déficits à partir du moment où ces investissements ont un effet bénéfique pour les populations et pour l'économie ? Exactement, et je ne suis pas seul à le dire. L'OCDE le dit également. En fait, les politiques que l'Europe a menées, qu'elle a incité à mener, notamment au niveau des trajectoires de déficit budgétaire, sont intenables aujourd'hui. Donc la rigueur budgétaire, c'est du passé. Mais c'est-à-dire qu'elle, en tout cas, n'a pas amené à relancer la machine économique, et donc elle auto-alimente une forme d'austérité, et ça n'est plus acceptable. Alors les relations entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la région bruxelloise, elles n'ont pas toujours été au beau fixe. Et dans le passé, on a quand même le souvenir de petites tensions lorsque notamment il fallait construire des écoles à cause du boom démographique à Bruxelles, où on hurlait très fort à Bruxelles. C'était votre prédécesseur Charles Piquet, et on avait un petit peu l'oreille difficile au niveau de la communauté française, comme on l'appelait à l'époque, donc l'ancienne Fédération de Bruxelles. Ça a changé, ça ou pas ? Oui, maintenant, Bruxelles s'est néanmoins doté des outils statistiques indispensables pour pouvoir alimenter, je dirais, la réflexion et la... Donc on a des chiffres plus corrects et plus précis sur ce qui se passe dans notre population. Effectivement, moi, j'ai souvenir que la ministre de l'Enseignement de l'époque nous disait que la situation à Bruxelles était sous contrôle, alors que ce n'était absolument pas le cas. Ouais. Caroline Désir, donc ce sera la ministre de l'Éducation au sein de cette fédération. Elle a comme mission notamment de rédiger un nouveau décret inscription. C'est un sujet sensible à Bruxelles, sans doute plus à Bruxelles qu'en Wallonie. Vous croyez toujours à la mixité par l'école, au fait de mélanger des enfants d'origine sociale diverses? C'est par l'école que ça peut se passer, ou c'est un combat perdu d'avance? Non, je pense que c'est indispensable dans une ville-région comme la nôtre. Et d'ailleurs, le décret inscription, il pose aujourd'hui question quasiment exclusivement qu'à Bruxelles. Un petit peu dans le Brabant wallon, à Louvain-la-Neuve, et un petit peu à Namur, mais c'est principalement, quasiment exclusivement à Bruxelles. Donc, il convient d'en tirer, je dirais, les enseignements, voir s'il atteint ses objectifs, oui ou non. Mais j'ai aussi envie de dire que la mixité, ça n'est pas uniquement empiler des enfants dans des classes en première humanité, en fonction de leur origine ou du quartier dont ils sont issus. La ségrégation, malgré le décret d'inscription, elle perdure, et donc il ne faut pas se faire... donc ça n'a pas tout corrigé. Ça n'a pas tout corrigé. Il suffit de voir les structures pyramidales aujourd'hui entre les premières et les sixièmes. On voit bien que la classe de première n'a en rien comparable aux sixièmes. Mais vous serez attentif, en tant que socialiste, à ce que ce critère de mixité reste dans le prochain dispositif qui remplacera le décret d'inscription? Oui, mais j'ai la conviction que Caroline Désir y sera particulièrement attentive. Elle connaît bien la situation à Bruxelles. Alors on va parler des sujets qui sont vraiment sur la table de votre gouvernement, donc le gouvernement bruxellois. On va trouver un bâtiment pour héberger les réfugiés qui sont actuellement hébergés à la Porte du Lys, donc le centre d'accueil qui est organisé par la plateforme des réfugiés. Oui, c'est l'objectif. On le cherche, on ne l'a pas encore trouvé, mais on recherche activement. Oui. Ouais, ça veut dire que vous avez déjà des pistes ou pas encore? On en a 2-3, mais il faut toujours concrétiser ça à la fois avec les autorités locales. Moi, je vais faire ça en concertation avec l'ensemble des acteurs. Ouais. Et donc, ce sera un bâtiment, de nouveau une occupation temporaire, ou ce sera quelque chose sur lequel on pourra s'installer pour plusieurs mois? Ah oui, mais si vous appelez de plusieurs mois du temporaire, alors
Je rejoins. Et donc ce sera un bâtiment pour 6 mois, pour 1 an, pour 2 ans? On verra. On est dans Vous n'allez rien nous dire ce midi? Non, parce qu'on est dans une situation d'urgence avec tout va aussi dépendre de la manière dont l'État fédéral, demain, prendra enfin en compte et en charge sa responsabilité dans ce domaine-là. Pour l'instant, l'État fédéral ne veut pas bouger. Donc c'est bien la région bruxelloise qui doit assurer cet hébergement. Bien sûr, parce que ces personnes sont là et sont présentes à Bruxelles. Ouais. Le bail de la Porte du Lys vient d'être prolongé d'1 mois. Ça veut dire que d'ici la fin du mois, vous aurez une solution? C'est l'objectif. Oui, c'est l'objectif. On va parler du Parti Socialiste. Ahmed Laouej ou Rachid Madran? Mais je pense m'être exprimé durant le week-end sur ça. Alors répétez-le pour les auditeurs et les téléspectateurs de BX1. Mais je pense qu'il fallait trouver une équipe qui fasse la synthèse face, je dirais, aux grands défis qui se profilent à l'horizon pour nous, à la Fédération bruxelloise du Parti Socialiste. Donc on parle de la présidence de la Fédération bruxelloise du Parti Socialiste, et Ahmed Laouej et Rachid Madran sont tous les 2 candidats. Et des débats qui vont nous animer. Je pense que l'équipe qui a été présentée autour d'Ahmed Laouej représente cette diversité-là, la jeunesse, le Nord, le Sud, des sensibilités différentes par rapport aux questions qui vont nous animer sans être par trop marqués à cet égard-là. Et donc je pense qu'effectivement, maintenant, j'ai pu voir qu'il y a 3 candidats qui se présentent en face, c'est bien pour la démocratie. Tout ce que je souhaite, et c'est je me suis déjà exprimé à diverses reprises à ce sujet-là. La pire des choses, évidemment, c'est que la Fédération bruxelloise en sorte meurtrie. Et donc, parce que là aussi, il y aura sans doute des débats qui seront compliqués au-delà des personnes. Ouais. Mais donc Ahmed Laouej avec Martin Casier et Isabelle Emery d'un côté, et c'est Rachid Madran avec Catherine Moreau et Karine Lallieu de l'autre. Le trio que vous ne soutenez pas, donc c'est le trio de Rachid Madran. Il y a des qualités quand même? Bien sûr. Vous pourrez travailler avec si c'est celui-là qui est élu? Ça, c'est la démocratie qui se sera exprimée. On a quand même du mal à voir la différence entre les 2 trios, si vous me permettez. Il n'y a pas un trio qui est plus laïque que l'autre et l'autre plus inclusif. Il n'y a pas un trio qui veut plus de pouvoir à la région et l'autre plus de pouvoir aux communes. Il n'y en a pas un qui a le cœur plus à gauche. C'est juste une question de personne et de style? Alors, c'est une de mes craintes, oui, effectivement, et que on exprime ici, sans doute, je dirais, une page qui on a parfois difficile à tourner au sein de la Fédération bruxelloise. Et donc, et je pense que c'est le résumé. Je crois que effectivement, j'ai pu comprendre que sans doute il y a une cristallisation autour de personnes que je ne comprends pas très bien, mais voilà qui est là. Chacun a son histoire, a son passé. Moi, j'essaie de garder un regard assez neutre par rapport aux questions de personnes. Il y aura un gentleman agreement entre les 2 équipes pour s'assurer que ça ne dérape pas trop, cette compétition électorale? Oui, à partir du moment où on ne commence pas à lâcher des petites phrases dans des interviews qui ne correspondent pas à la réalité, je veux dire. Et donc ça, j'invite effectivement chacun à respecter cette qualité-là dans le débat. Ouais. On dit que, ou on a écrit, c'est le journal Le Soir qui l'a écrit, que si Ahmed Laouej était élu, ce serait vous qui prendriez la place de vice-président du Parti Socialiste au niveau national. Absolument pas. Non, ce ne sera pas le cas. Non, c'est Philippe Claus. Ce sera Philippe Claus. Bien sûr. Voilà, et donc ce sera comme ça que ça se passera. Oui, moi je n'ai aucune ambition au sein du parti. Ouais. Un dernier mot sur le Ezel. On a appris cette semaine que les projets de développement du projet Néo avaient subi quelques critiques et qu'on s'interrogeait. Est-ce qu'il faut repartir à zéro sur ce dossier, ou est-ce que tout ce qui avait été prévu par la ville avec l'accord de la région va être maintenu? Il y a 2 choses. D'abord, il faut bien distinguer Néo 1 et Néo 2. Le projet Néo 1 n'est pas en discussion aujourd'hui. Il suit son chemin, certes difficile, parce qu'on ne manque pas de jeter des pots de banane dans l'évolution de ce projet, notamment venant du nord du pays. La question aujourd'hui, ce qui est questionné, c'est la viabilité et la soutenabilité financière de Néo 2 en regard à la fois, je dirais, de l'indépendance économique du projet, et aussi de la nécessité, sans doute, de prendre en compte le besoin de rénover l'ensemble des palais. Donc là, c'est Bruxelles Expo. Et donc, l'étude qui a été commanditée propose une série de pistes qu'il va falloir maintenant examiner, mais qui, je dirais, de manière évidente, demande que l'on prenne en compte les 2 aspects, et qui est sans doute une nouvelle gouvernance entre Néo et les palais des expositions, pour faire en sorte qu'on puisse travailler, je dirais, main dans la main, ville et région, pour pouvoir aboutir ce projet. Ouais. Bruxelles a besoin d'un centre de congrès international, c'est une évidence. Ouais, mais le centre de congrès, mais aussi le centre commercial, les logements, le centre de loisirs qui était prévu à côté? Oui, parce que l'équilibre budgétaire et économique de l'un n'a rien à voir avec l'autre. Néo 1 se suffit à lui-même. Sur ce plateau du Ezel, il y a le fameux stade du Ezel, la grande saga du Stade national. Je vois que ça vous fait déjà un petit peu sourire. Oui, quand je lis ce que je lis aujourd'hui, ça me fait rire. Ils vont jouer combien de temps, les Diables Rouges, dans ce stade?
Ben, tant qu'ils ne s'écroulent pas, ils pourront continuer. Oui. C'est pas la formule la plus enthousiaste que vous puissiez trouver. Moi, je suis affligé par le devenir de ce projet. Affligé. Et quand je lis que certains, notamment l'Union belge, viennent avec un projet de rénovation, je dis, mais tout ça très bien, l'argent il est là, les investisseurs sont là, tout ça c'est très bien. Mais j'ai une simple question, au final, qui va payer ? Qui va payer ? Vous n'avez pas la réponse. Non, on avait un projet sur le parking C qui, lui, était soutenable économiquement. On l'a démoli, on l'a raillé, et alors on fait croire aujourd'hui que Baudouin, ça va comme ça par le Saint-Esprit. Une baguette magique, on va pouvoir le rénover. Non, c'est pas vrai. La région n'a pas les moyens, n'a pas la volonté, n'a pas les compétences pour financer ça, on l'a toujours dit. Alors après, les communautés, vous voyez, imaginez les communautés s'entendent. Allez, on posera la question à Pierre-Yves Géolet, ministre-président de la Fédération de Bruxelles, il est là. Et le fédéral. Il sera là dans quelques instants. Et alors quand je lis, venant de l'Union belge, que maintenant on va pouvoir y aller parce que la NVA est d'accord, là, effectivement... Donc pour être très concret, le stade Roi-Baudouin sur le plateau de l'Uzel, pour l'instant il reste, pour l'instant les Diables Rouges continuent à y jouer, mais il n'y aura pas de grosse rénovation à court terme. Sauf s'il y a un sponsor qui demain dit, moi je mets les millions, les centaines de millions nécessaires. Merci Rudy Vervoort d'avoir été l'invité de BX1. Donc nouvelle formule, BX1 en télé, mais qu'on peut aussi écouter en radio, BX1+. Vous reviendrez ? Évidemment. Voilà.